5 octobre 2024. 10 étudiants et étudiantes en technique de travail social se préparent à vivre l'expérience d'une vie, leur stage d'intervention final de 10 semaines dans la communauté de Toubacouta, au Sénégal, en Afrique. C'est l'occasion pour le groupe de se mettre en position d'ouverture sur le monde, de découvrir une toute autre culture de celle qu'ils connaissent. En collaboration avec le Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Centre d'interprétation du Delta du Saloum de Toubacouta et le département des techniques en travail social du Cégep de Jonquière, les stagiaires entreprennent une initiation à la solidarité internationale. De retour au Canada en décembre dernier, les étudiants et étudiantes reviennent la tête remplie d'apprentissage, mais surtout de beaux souvenirs. Au cours de leur séjour, en observant sur le terrain, ils ont pu se questionner sur différents enjeux de société. En 5 épisodes, vous pourrez entendre les résultats de leur analyse et explorer quelques-unes de leurs expériences personnelles. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre balado Nyokobuk. Je m'appelle Francis, responsable de l'éducation à la citoyenneté mondiale au Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est un véritable moteur d'organisation sociale, on pourrait absolument pas s'en passer. Aujourd'hui, Mia et Yannick nous emmènent dans un voyage au cœur du monde des communications au Sénégal. Alors que ce soit par le langage non verbal, la richesse des expressions culturelles ou les mécanismes d'inclusion dans la vie démocratique locale, elle révèle l'importance de l'écoute et de l'ouverture pour bâtir des ponts entre les humains et les nations. On est tout de suite plongé dans le vif de nos sujets parce que ce qu'on vient d'entendre, c'est ce qui résonne à tous les matins à Toubacouta au Sénégal. Alors, c'est l'appel à la prière qu'on vient d'entendre. Ça nous plonge déjà dans le décor et on va être pour les prochaines minutes avec Mia et Henrik pour parler de communication. Comment ça va? Comment ça se passe le retour pour vous? Écoute, ça va super bien. C'est sûr que ça a été dépaysant au début, surtout quand on revient dans un paysage d'hiver et de neige. Mais en général, ça va super bien. Ça va bien. J'avais hâte de rencontrer ma soute de skidoo à l'aéroport parce qu'il faisait froid. Mais bien contente d'être revenue. Un peu difficile le retour. Le petit choc du retour a été un petit peu difficile pour moi, mais ça va. Alors, avant de partir, on parlait d'enjeux de société. Puis, il y a plusieurs sujets là, desquels on avait discuté. Et vous avez décidé de vous pencher sur celui de la communication. Un sujet évidemment important, là, mais pourquoi avoir choisi de parler de la communication, surtout en travail social? Là? Pour introduire un petit peu la communication, c'est vraiment la base du travail social pour commencer. Donc, évidemment, on avait un intérêt avant même de partir au Sénégal de parler de la communication parce que ça fait 2 ans et demi qu'on parle de la communication. Donc, de voir la communication d'un autre angle, d'un autre œil, dans une culture différente, dans un autre continent, ça nous intéressait vraiment pour voir les différences puis comment qu'on pouvait adapter le travail social là-bas. Exactement. Puis, tu sais, quand on entend parler de communication, on entend de langage non verbal, de langage verbal, des expressions communes que les gens ont. Puis surtout, selon notre expérience personnelle, c'est vraiment là qu'on s'est rendu compte que c'était différent de ce qu'on connaît habituellement. Puis, c'est là vraiment qu'on prend conscience que ça s'allie directement avec le travail social. Puis aussi, on a eu la chance de découvrir d'autres sortes de communication. Donc, c'est assez intéressant. Ouais. Et donc là, en octobre dernier, avant de partir, vous faites une tête ici de la communication. C'est quoi vos idées avant de partir pour le Sénégal de qu'est-ce que la communication? Ben, pour ma part, moi, je vivais un petit peu dans le déni, là. Je croyais que c'était pareil comme dans mon salon au Saguenay, que la communication, c'était pareil partout dans le monde. Mais j'ai été un petit peu confrontée, je pourrais dire, là, à différentes communications, des habitudes changées aussi de m'informer. Donc, pour moi, ça a été... je pensais pas que la communication était comme ça. Puis elle est comment, mettons, décrivez-moi un peu comment elle est votre communication ici, comment vous la recevez? C'est une très bonne question. En fait, la communication, comment on la reçoit ici, c'est que, encore une fois, comme je parlais tantôt, on a parlé des expressions. Fait qu'on a un langage commun, on a des expressions précises que les gens au Québec, on a. Donc, je crois que c'est assez difficile pour quelqu'un qui vient d'ailleurs d'arriver ici puis de voir qu'on a un style de communication précise. Ça a été la même chose quand on a été justement en Afrique. Les gens avaient un style de communication assez précis, assez propre à eux aussi d'ailleurs. Mais c'est de
d'apprendre tout ça, d'observer tout ça, puis de se laisser intégrer de ça. Et donc, évidemment, ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on se lève le matin, on est bombardé d'informations, on la reçoit d'un peu partout. Tu parlais de l'expression aussi entre les personnes, mais la communication publique, ce qui nous permet de nous rassembler, un peu à l'image là, d'une cloche d'église qui sonnait pour ramener les gens à l'église le dimanche, il y a une certaine plusieurs années derrière. Euh, c'est un peu comme ça, mais quand on arrive au Sénégal, là, on se rend compte que il y a des différences, c'est ce que j'ai compris. C'est quoi qui nous marque? Qu'est-ce qui nous marque comme dans les différences de communication? Ben, par exemple, moi, ça a vraiment été l'appel à la prière. Là, les premières journées, j'ai fait un saut. J'ai fait un saut, c'est 5 fois par jour, pendant 15 minutes. Il y a 3 mosquées dans le village, donc ça passe il y a 3 fois l'appel à la prière, dans le fond. Peu importe, pour que tout le monde puisse l'entendre à la même heure. Pour moi, ça a été vraiment la religion. La communication avec la religion a été vraiment un élément marquant parce que j'avais pas vécu ça ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais là-bas, c'est le canal principal, je dirais, pour communiquer, là. Pour ma part, moi, je dirais que c'était l'utilisation des téléphones cellulaires. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en général, je ne vais pas rentrer dans la généralisation, mais la plupart des gens utilisaient le téléphone cellulaire afin de divertissement. Donc, au lieu de... Mais ce que je voulais dire par là, justement, divertissement, c'est différent de ce qu'on peut connaître ici, certainement, puisqu'on a été habitué, on est né dans la technologie, on a été habitué justement de faire en sorte que le divertissement, ce soit pour justement transférer ça au niveau de l'argent ou au niveau de se faire connaître publiquement. Fait que c'est ça, je te dis. Donc, moi, de manière générale, je vais prendre mon téléphone puis je vais m'informer. Je vais m'informer des événements qu'il va y avoir autour de moi. Je vais être informé, par exemple, d'une nouvelle si il est arrivé quelque chose dans ma ville, dans ma communauté. Ça se passe comme ça au Sénégal ou c'est différent, j'imagine? Oui, c'est tout à fait différent. En fait, j'ai l'impression que, selon mon expérience personnelle, encore une fois, que les gens n'ont pas le désir nécessairement d'aller chercher l'information ou simplement ils n'ont pas accès à l'information. Puisque quand tu fais des recherches, par exemple, sur la communauté de l'Afrique ou sur justement le village, entre autres, il n'y a pas beaucoup d'informations à ce niveau-là. Tandis qu'ici, on est habitué à avoir accès à tout ça. C'est une grande différence, là. Alors, où se trouve l'information alors? Parce que j'imagine qu'il y en a quand même. Ben, il y en a de l'information. Nous, quand on est arrivé là-bas, la radio était en panne du village. Mais il y a d'autres radios dans les autres villages environnants. Mais la radio du village était en panne, donc on ne pouvait pas avoir les informations. Mais il y a quand même des gens qui écoutaient la radio, qui avaient une petite radio dans leur petite boutique, puis écoutaient la radio. Sinon, il y a des affiches, mais tu sais, sont souvent vandalisées. Sinon, je dirais que c'est vraiment beaucoup, s'il y a un décès, s'il y a un événement, que ce soit peu importe, ça passe surtout à l'appel à la prière le matin ou dans la journée. Donc, une grande partie finalement de cette communication-là passe par la religion. C'est d'ailleurs, c'est un gros marqueur de différence là, quand on arrive là-bas puis on reçoit l'information de cette façon-là, ou même quand on est habitué, par exemple, de se renseigner à partir de notre téléphone cellulaire, on va regarder, tu sais, qu'est-ce qui se passe autour de nous. Ben là, évidemment, il faut se lever, il faut y aller pour savoir ce qui se passe. Exactement. Ça se passe bien? Oui. Comment Oui, comment c'était de s'adapter à ce genre de communication-là? Ben, en fait, c'est, tu sais, les téléphones cellulaires, on s'entend que, généralement, on est beaucoup dans je vais dire, les pays occidentaux, on est beaucoup dans le fait qu'on est tout le temps sur les téléphones cellulaires, on est tout le temps sur l'accès à la technologie, puis d'être déconnecté de cela, puis de trouver une nouvelle manière d'avoir accès à l'information, c'est vraiment intéressant. Ça permet vraiment, j'ai l'impression que c'est plus naturel, c'est plus sain que de rentrer dans la dépendance que, on va sur notre téléphone cellulaire, on recherche ci, on a tout de suite accès à cette information-là. Parce que faut comme que tu travailles pour y avoir accès, faut que tu aies vraiment le désir d'apprendre, le désir de t'informer sur tel et tel sujet. C'est intéressant, comme si ça ajoutait finalement une forme de pertinence à la recherche d'informations, d'être moins bombardé d'informations. Avez-vous senti que vous étiez peut-être moins bombardé d'informations aussi? Oui, vraiment. Par exemple, nous, on était là pendant les élections législatives du Sénégal. En fait, la communication était vraiment différente. T'sais, nous, on aurait regardé sur Internet pour savoir c'était qui les députés, savoir leur campagne. On aurait écouté la télé, mais il y avait une caravane qui passait dans les villages pour
promouvoir, en fait, là, avec le nom de Ousmane Sonko, avec... il y a eu une grosse fête un soir aussi pour parler de la politique, en fait, là. Donc, c'est vraiment sur place. Tu verras pas sur Internet que le gouvernement il a dissolu son gouvernement, là. Tu verras pas ça sur Internet, là. Et donc, vous me parliez d'un camion qui passait avec des speakers des haut-parleurs là, pour avertir la population de ce qui allait se passer. Mhm. Absolument. Puis si je veux faire un peu de pouce sur ce que tu viens de dire, en fait, c'est une soirée, c'était certains députés, certaines personnes qui se présentaient en politique, qui venaient dans le village directement faire comme une campagne de financement, en fait, se présenter, expliquer c'est quoi ses raisons valables de pourquoi il veut être élu, etc. Fait que ça rejoignait beaucoup de monde aussi, parce que la majorité du village se rejoignait à cet endroit-là pour justement apprendre à connaître la personne qui se présentait. Est-ce que ça, dans cette démarche-là d'aller chercher l'information, vous avez peut-être remarqué que les gens ont tendance à peut-être plus se déplacer pour aller la chercher? Parce que si elle est, par exemple, on parlait de la différence tantôt, moi je me lève, je regarde mon téléphone cellulaire, puis j'ai tout de suite l'information. Est-ce que je vais avoir moins tendance à me déplacer pour avoir accès à cette information-là? Et moi, je vais regarder sur Internet le conférence de presse ou bien le débat. Je n'irai pas me déplacer pour aller voir le débat, là, c'est bien trop loin. Tandis qu'eux viennent au village. Ils viennent, ils font une soirée, tout le monde le sait, parce qu'il y a des groupes WhatsApp, puis ce soir, telle affaire se passe au village. Donc là, tout le monde se rassemble au village. Et c'est vraiment intéressant de voir à quel point ils doivent aller chercher l'information. Je veux faire un peu du pouce à ta question que tu avais posée au début. Ouais. Par exemple, pendant qu'on était justement en Afrique, il y a eu la grève, si je ne me trompe pas, de Pouce Canada. Donc, on n'a pas vraiment été affecté de ça. Je sais qu'on en a entendu parler, mais j'avais l'impression que, justement, vu qu'on était déconnecté des réseaux sociaux, du téléphone cellulaire, c'est pas qu'on n'y avait pas accès, mais on n'avait pas vraiment le désir d'y avoir accès. Puis, c'est ça, on n'a pas été vraiment affecté par cette nouvelle-là. On est revenu au Canada, on est revenu au Québec, puis c'est là que les gens nous ont parlé justement de cette grève-là, mais quand on était en Afrique, on n'a pas vraiment, c'était pas notre besoin vraiment d'apprendre ça, puis on a reçu cette information-là, mais sans vouloir avoir plus de détails. C'est super intéressant ce que tu apportes, puis nous, en tant que Centre de solidarité internationale, on a cette tendance à vouloir s'informer sur ce qui se passe ailleurs. Puis là, l'aspect dont tu parles au niveau de la communication, c'est facile quand on est externe, quand on est loin, d'oublier ce qui se passe aussi ailleurs. Avez-vous remarqué cette espèce d'effet peut-être de bulle, de se dire comme hey, quand je suis ici, j'entends ce qui se passe ici, mais là, je suis ici, puis ça, c'est pas les mêmes choses. Vraiment, moi, j'ai l'habitude de tous les matins me lever et regarder le fil d'actualité pour les nouvelles. Puis, je ne l'ai pas fait pendant 2 mois. Quand je suis revenue, mon application avait plein de nouveaux sur la presse et France 24. Il y avait plein de choses. Puis, j'étais là, ben voyons, j'ai pas vu ça passer. Puis, ma relation avec mon cellulaire a changé quand je suis partie en Afrique. Évidemment, maintenant, je trouve que je l'utilise beaucoup trop. Je l'ai utilisé pour les fins donner des nouvelles à ma mère, puis de rouler un peu sur TikTok le soir là-bas. Mais ici, je pense que pour moi, je vais diminuer consommation d'écran. C'est intéressant, ça. Peut-être à l'avantage de plus de connexion humaine, de contact humain. Ça, c'est quelque chose peut-être qu'on oublie moins, là, de se rassembler, d'aller voir ce qui se passe. Je pense que c'est une expérience qui transforme, évidemment. Toi, Henrique, est-ce qu'il y a des différences que tu as remarquées là, en revenant par rapport à ça? Est-ce que tu as développé des nouveaux réflexes, par exemple? C'est sûr que oui. Avant, j'étais, encore une fois, comme la plupart des gens, j'étais vraiment sur mon téléphone cellulaire. Mais maintenant, j'ai l'impression que je l'utilise moins. Si je voulais revenir aussi en Afrique, c'est qu'on était intégrés dans une nouvelle communauté, dans une nouvelle culture, dans un nouveau mode de vie. Fait que c'est vraiment de s'adapter à ça. Donc, c'est pour ça qu'on n'a comme pas eu le besoin de se renseigner nécessairement sur l'information des autres pays à l'international, par exemple. C'est ça. En fait, c'est ça. Là. C'est super intéressant. Puis, on a parlé beaucoup de la communication publique, de comment l'information circulait dans les groupes plus gros. Mais quand vous étiez parti, vous aviez cette idée de parler des communications interpersonnelles. C'est très différent. Est-ce
est-ce que vous avez fait un cheminement sur cet aspect-là des communications plus interpersonnelles? Parce qu'évidemment, on communique dans des grands groupes, on communique entre nous aussi, entre individus. Je pense que c'est un aspect sur lequel vous vouliez vous pencher un peu. Oui, évidemment, moi, j'ai vécu ma première semaine avec ma mère dans ma famille. Elle ne parlait pas beaucoup français. Donc, j'ai découvert la connexion, la communication sans même parler, de le vivre le moment présent, d'avoir une vraie connexion avec quelqu'un. Les relations interpersonnelles là-bas, c'est la base. Si tu n'as pas de relations interpersonnelles, tu ne pourras pas survivre en Afrique. En fait, c'est la base. Mon travail, ben, pour se rendre au stage, ça prenait 30 secondes, peut-être 1 minute et demie. Mais ça me prenait 15 minutes parce que je parlais à tout le monde dans la rue. Et tout le monde nous demande comment ça va, prendre le temps de faire les choses dans la rue. Ils ont juste besoin de se regarder et ils savent qu'ils se parlent. Essaye pas de faire ça au métro ici, ça me passera pas. Ah, madame, elle va te regarder et elle va être là, mais qu'est-ce que tu veux? Ah, c'est cool. C'est le regard, Le finalement, regard. qui vient Oui. déjà avoir une partie de la communication. Parce que le regard, c'est déjà une ouverture à la communication. Fuir Oui. du regard, c'est fuir la communication, quelque part. C'est Exactement. intéressant comme réflexion, ça. Tu voulais dire quelque chose, Henrik, par Oui, rapport à ça? absolument. En fait, c'est que pour faire un peu du pouce aussi, ce qu'on a dit tantôt, quand il y avait des rassemblements justement pour, par exemple, qu'il y a un politicien qui vient se présenter dans le village, les gens se rassemblent. Les gens se rejoignent ensemble. C'est là justement, comme Mia disait, que les gens communiquent ensemble. C'est là que même si tu parles pas nécessairement la langue du village, par exemple, tu peux comprendre à l'aide des expressions faciales, tu peux comprendre à l'aide du non-verbal. Sinon, tu peux expliquer avec des gestes. Puis les gens sont vraiment ouverts à ça. C'est vraiment la beauté que selon mon expérience personnelle, j'ai pu voir aussi. Puis, quand je parle de s'intégrer aussi, j'ai nommé s'intégrer tantôt, d'apprendre la langue du village, les cultures, tout ce qui est lié à ça, ça rentre vraiment dans la communication aussi interpersonnelle, comme tu disais, puisque quand tu apprends la langue, tu peux apprendre à avoir accès aux émotions des personnes avec qui tu es, de ton entourage. Puis ça, c'est lié directement aussi au travail social. Fait qu'en plus de t'intégrer dans une culture en apprenant la langue, en apprenant les expressions, peu importe, tu es capable de lire sur le visage des gens, d'apprendre d'écouter, de regarder beaucoup dans l'observation, le non-verbal des gens. Donc, c'est vraiment bénéfique pour le contexte en travail social. C'est clair que dans un contexte interculturel, en plus, il y a des référents peut-être qui vont changer, qui vont être différents. On n'est pas bombardé dans les mêmes expressions ou même. Est-ce que vous avez remarqué une différence entre le langage non-verbal? Ah oui, le non-verbal là-bas est très, 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 très fort. On n'a pas besoin de se connaître, on fait juste se regarder, on fait un geste, peu importe. C'est la base. Pour vrai, moi, ça m'a fait capoter de voir la communication non-verbale là-bas. Tu le sais, là, inévitablement, s'il est d'accord ou pas, ou si la personne sait quoi qu'elle ressent. On le vit, puis on est tellement connectés, on est tellement axé sur les relations interpersonnelles là-bas que peu importe, on n'a pas besoin de parler, qu'on ressent les gens, parce qu'on prend le temps de le ressentir, tu sais. Moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment aussi travaillé sur moi, ma façon de communiquer, moi, de verbal et non-verbal, qui a changé depuis que j'ai vu. Oui, puis ça nous fascine de l'entendre aussi. Je pense que c'est hyper Ouais. intéressant d'entendre ça, de tout ce cheminement de déconnexion à une certaine quantité d'informations et reconnexion à une nouvelle forme d'information ou du moins une forme d'information plus perdue qui est celle du langage interpersonnel, là, du langage humain, tout simplement. qui est Est-ce la que, base est-ce de que la vous vie. le retrouvez un peu ici? Ben, moi, j'ai trouvé ça dur la première semaine de ne pas me faire crier Fatou, Fatou dans la rue parce que j'étais habituée. J'ai dit, ma première fois que j'étais à l'épicerie, j'ai dit bonjour à une madame en me regardant en voulant dire mais qu'est-ce qu'elle me veut, elle? Fait que, tu sais, pour moi, dans ma nature, je suis une fille qui parle avec tout le monde. Fait que moi, je trouvais très bien mon compte au Sénégal. Donc, j'ai quand même trouvé ça difficile de comme me sentir un petit peu isolée. Ben, moi, j'ai trouvé ça difficile. Je te rejoins sur ça aussi. En fait, on a tellement créé des liens puissants, des liens sur le contact humain, parce que, comme on disait, que selon nos expériences personnelles, vraiment, le contact humain, c'est vraiment important là-bas, puis c'est vraiment là que tu redécouvres tout ça. En fait, c'est vraiment ça qui manque aussi quand tu reviens au Québec. Surtout qu'on est deux personnes qui aiment ça discuter avec tous les gens. Surtout que même avant d'aller en Afrique, quand tu discutes avec une personne dans la rue, nécessairement, elle va pas te répondre ou elle va être comme offusquée que tu rentres en contact avec elle. Tandis que quand on était en Afrique, c'était pas le même principe. Là. Tu pouvais discuter avec tout le monde. Là. C'était vraiment plaisant. C'est vraiment quelque chose qui me manque aussi.
Wow. Moi, j'ai remarqué aussi, là, la madame à l'épicerie, puis c'est pas contre... Moi, j'ai travaillé à l'épicerie, puis je faisais exactement la même chose. Quand tu dis bonjour, comment ça va? En fait, c'est tellement automatique de demander comment ça va. Si je te réponds non, la caissière, elle va faire comme Tandis que là-bas, si je réponds non, on va s'asseoir, puis on va prendre la taille. Puis on fout de voir le lien et la connexion personnelle qu'ils ont, c'est fou. Je vais faire un peu du pouce sur ce que tu viens de dire aussi. J'ai vécu une expérience de deuil lors de mon expérience justement en Afrique. Puis, c'est triste à dire, mais j'ai l'impression que puisque j'étais d'une culture différente, je viens d'ailleurs nécessairement, ça m'a vraiment rapproché avec tous les gens avec qui j'ai vécu le deuil. Autant dans la communication des mots, autant dans la communication des gestes ou justement des attentions qu'on pouvait se donner l'un vers l'autre, puisqu'on avait un élément ensemble qui nous rejoignait tous. Puis c'était justement le deuil. C'était vraiment quelque chose qui m'a vraiment impacté, qui m'a impacté autant positivement que négativement. Puis le fait aussi que toute la communauté, quand il y a eu le deuil, en fait, la communauté s'est rassemblée autour de la personne et de la famille qui a été endeuillée. Fait que c'est là que tu te rends compte, encore une fois, que le contact humain est vraiment, vraiment important, en fait, là. Tous les gens donnent une attention nécessairement à ce qui s'est passé. Tous les gens sont là. Et, ensuite, il y a la religion, comme on le disait tantôt aussi, qui prend son importance dans tout ça aussi, et les rites, etc. Donc, Il y a un aspect aussi au deuil. Tu sais, la famille, quand on a su le décès, les activités bruyantes, tout, peu importe. Les activités ont été comme arrêtées pendant 2 jours dans le village, par respect pour la famille qui était endeuillée. Quelque chose de très important que vous avez nommé, c'est le commun. On se rend compte que finalement, comme principe moteur, finalement, à la communication, il y a cette recherche de quelque chose de commun, ou du moins, c'est ce qui nous ramène ensemble, cette espèce de commun là, que vous venez de nommer. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode consacré à la communication sous toutes ses formes. Mia et Annick nous ont montré qu'au-delà des mots, c'est l'ouverture et la compréhension mutuelle qui permet de mieux se connecter. Manquez pas notre prochain épisode où Charlie et Livia aborderont la thématique de l'égalité entre les genres et les différences entre les hommes et les femmes au Sénégal. Restez à l'écoute pour un prochain épisode de Nyokoba.